Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Zone Franche dans Canal 3 Bénin. Le Bénin se trouve à un carrefour décisif de son histoire économique et géopolitique, longtemps marqué par les défis de la post-indépendance et les limites d'un modèle étatiste. Le pays a amorcé depuis le milieu des années 2010 une trajectoire ambitieuse vers l'émergence. Cet ouvrage que vous allez découvrir à travers les explications de son auteur, intitulé Bénin, trajectoire croisée d'une puissance géopolitique émergente, propose une analyse des évolutions de l'économie béninoise, explore les fondations historiques qui ont façonné son développement et décortique les transformations structurelles de notre époque et projette les défis et opportunités à l'horizon 2050. En retraçant donc l'évolution depuis les incertitudes des premières années post-coloniales et l'expérience socialiste du régime du général Mathieu Kérékou jusqu'à l'actuel repositionnement stratégique, ce livre met en lumière les piliers de cette dynamique d'émergence. Il explore les investissements massifs de ces dernières années dans les infrastructures, les efforts pour le développement du capital humain et le positionnement géopolitique du pays. Finalement, il invite à une réflexion prospective. Et son auteur est avec nous pour nous en parler. Il a nom Gérard Hervé Villon-Guézo. Il est docteur en droit privé et auteur de cet ouvrage, je le disais, avocat à la cour. Monsieur Villon-Guézo, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'accepter notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. Un bref séjour au pays. Vous êtes là depuis un moment. Alors, comment on se sent sur sa terre? Très bien. J'ai toujours eu de très très bonnes sensations en rentrant chez moi. D'autant plus par ailleurs que voilà, on observe une forme de mouvement extrêmement positif qui donne vraiment envie de s'intéresser que ce soit comme simple citoyen ou comme simple visiteur ou comme un spécialiste des différents enjeux, donne envie vraiment de revenir et d'observer de près cette espèce d'objet non identifié, de pays non identifié que constitue le Bénin. Ah oui, quand vous êtes venu, vous avez touché du doigt. Quelles sont vos premières appréciations déjà? Mes premières appréciations ont été plutôt positives. Je pense que c'est la moindre des choses de le dire. Alors, est-ce que dire que c'est positif, est-ce que c'est nécessairement décerner un satisfecit total? Je n'en suis pas certain. Ce que j'observe du reste, c'est qu'on a pu constater un pays en plein changement. On a pu voir que le pays est en pleine mutation, en pleine reconfiguration, en pleine redéfinition, que ce soit au niveau des différentes infrastructures, mais également on observe quand même des réformes de fond dont on parlera certainement tout à l'heure qui permettent en fait au pays d'imprimer un rythme à sa trajectoire ou à ses trajectoires qui sont de plus en plus claires. Voilà, sur l'actualité du pays, on y reviendra peut-être en pied d'émission. Éric Guédénon, c'est mon collègue avec qui nous allons conduire ce débat. Éric, bonjour. Bonjour Franck Aounon, Monsieur Gérard Hervé Villon-Guézo. Franck l'a relevé, vous êtes docteur en droit privé, avocat à la cour, auteur d'un ouvrage justement qui trace l'évolution économique de notre pays. Alors cette émission se déroule dans un contexte où le Bénin projette son développement à l'horizon 2060 justement. Mais avant, pourriez-vous nous éclairer sur les défis économiques majeurs auxquels le Bénin a été confronté juste après son indépendance entre 1960 et comment l'instabilité politique a influencé cette période? Alors, oui, bien sûr. Les défis auxquels a été soumis plutôt notre pays, l'économie béninoise, vous savez, à compter des années de 1960 jusqu'à l'année 90, enfin, je n'irai pas jusque-là, mais jusqu'à 90, on a observé un mouvement successif où le pays, en fait, était clairement à l'apprentissage. L'apprentissage économique, il faut le dire, c'est une période qui a été marquée par des désillusions,
puisque le Bénin tâtonnait, cherchait en quelque sorte le modèle qui lui conviendrait. À cette époque, on avait des leaders politiques. Oui. Alors, il a manqué de vision, d'intelligence, d'option. Je ne peux pas le dire en ces termes, puisque souvenez-vous, en 1960, nous venions juste d'avoir notre indépendance. Donc c'est un jeune État, voilà, qui, comme la plupart des États, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt. Chercher un positionnement économique. Nous avons expérimenté l'économie centralisée, étatisée, complètement confisquée, une économie fermée, et nous avons vu, bien évidemment, ce que ça a donné. Ce que ça a donné, c'est qu'il y avait eu un abandon des machines de production, voilà, qui étaient exclusivement tenues par le pouvoir exécutif. Et résultat, nous avons bien vu que tous ces secteurs-là, toutes ces entreprises-là ont fini par déposer les clés. Le pays progressivement a commencé à s'effondrer, des contestations sont nées dans la rue, donc c'était bien un système qui était à bout de souffle. Vous voyez, donc à partir de cet instant-là, nous allons arriver en 90, qui est un moment unique de consensualité, où le pays va décider, voilà, de s'octroyer un nouveau dynamisme, une nouvelle dynamique pour repartir à zéro. Et à partir de cet instant, nous optons pour une économie ouverte, avec une série de privatisations. Et bien évidemment, dans ce contexte-là, le problème, c'est que les volontés politiques n'étaient plus autonomes, elles étaient bien souvent dirigées par la volonté d'institutions internationales. Je veux parler des différents programmes d'ajustement structurel, etc., qui conditionnaient l'octroi de prêts, justement, au Bénin. Donc oui, le pays est entré dans une nouvelle phase, celle-ci dans un cercle plutôt vertueux, mais néanmoins, des problèmes ont subsisté, puisque cette nouvelle économie a hérité elle-même, je veux dire, des tares, des insuffisances, des complexités de l'économie initiale qui elle-même était exclusivement extravertie. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une économie qui était essentiellement dépendante des aides extérieures et faiblement alimentée par quelques produits agricoles. Voilà l'économie que nous avions et qui aujourd'hui malheureusement continue à à expliquer l'économie qui est la nôtre aujourd'hui et que la rupture depuis 2016 en tout cas a décidé de reprendre en main pour pouvoir la moderniser, donc construire quelque chose de beaucoup plus cohérent dans le long terme. Donc voilà un tout petit peu ce que je peux dire. En résumé, c'était une économie exsangue, extravertie, tournée vers les aides extérieures. Nous avons évolué, nous sommes entrés dans une économie ouverte vers l'extérieur, une série de libéralisations, et aujourd'hui, c'est clairement des réformes structurelles de fond qui sont enclenchées, qui visent la modernisation de l'État pour gagner en crédibilité auprès des institutions internationales et des partenaires sociaux. On est parti d'une économie fermée entre 60 à 90, vers une économie ouverte. On n'a quand même pas le sentiment que notre pays a pris son envol au plan économique, parce que même après 90, vous l'avez évoqué, même avec cette ouverture, eh bien, on n'a pas suffisamment réussi à redresser le pays économiquement. Quelles auraient été les options selon vous? Alors, par exemple en 90, quand on ouvrait notre économie? Quand on ouvrait notre économie, je ne peux pas dire que le pays n'a pas réussi son envol, puisque vous savez que l'émergence économique ne se décrète pas. Elle se construit, elle se bâtit. C'est une affaire de génération. Et donc construire un pays, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, pas en un mandat, pas en 2 mandats. C'est vraiment des réformes de fond qui doivent être enclenchées pour pouvoir faire décoller ce pays. Alors, est-ce que le Bénin aurait pu procéder autrement? Je n'en suis pas... bien sûr, le Bénin aurait pu procéder autrement, mais que voulez-vous lorsque vous n'êtes pas monétairement indépendant, financièrement indépendant, vous n'êtes pas économiquement indépendant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. Vous êtes obligé, voilà, de respecter, de déférer aux injonctions du bailleur. Le bailleur a la clé en main, c'est lui qui dit exactement ce qu'il y a lieu de faire. Alors, et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. On a suivi, on a bradé, on a vendu, on a libéralisé, voilà, on a privatisé à tour de bras pour justement permettre à des investisseurs étrangers de s'intéresser à l'économie béninoise. En fait,
On va y arriver, justement. On va évoquer de ce que nous observons depuis 2016. Alors, quand vous le dites que en 90, on n'avait pas non plus la possibilité de faire d'autres options parce que on avait une économie indépendante, mais aujourd'hui, le contexte n'a pas changé. Nous n'avons pas non plus une monnaie propre à nous. Nous n'avons pas non plus une économie de façon fondamentale propre à nous. Voilà, nous sommes toujours assujettis à tout ce qui vient de l'extérieur. Oui, bien sûr. Mais la différence aujourd'hui, et je le dis, il ne s'agit pas d'une adhésion aveugle à une action politique qui est conduite en ce moment par le président, le chef de l'État, le président Patrice Talon. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas un satisfecit aveugle qui est délivré. C'est simplement une reconnaissance analytique que je fais dans mon ouvrage. Oui, vous avez raison de le rappeler. Simplement qu'il y a des réformes de fond qui sont imprimées désormais. Et que désormais, nous avons l'informel qui est totalement contrôlé, nous avons un assainissement de la gestion, nous avons une réduction du déficit, nous avons une rigueur budgétaire qui est en place. Et oui, la conséquence aujourd'hui, c'est que ce sont des garanties extrêmement solides que les réformes actuelles envoient, ce sont des signaux forts que les réformes actuelles envoient en fait aux différents partenaires. Ça veut dire que le Bénin a compris qu'il doit, s'il veut continuer à bénéficier, de la crédibilité de ses partenaires, il doit engager les réformes nécessaires. Alors aujourd'hui, ce sont ces réformes-là qui sont en train de sous-tendre l'action. Il y a une vraie modification par strate de l'économie, ce qui n'était pas le cas. Donc nous sommes aujourd'hui dans une vision de long terme, initialement, versus une vision de très court terme. Or, le problème, c'est qu'un État ne peut pas se construire avec une vision court-termiste. Un État est obligé de se projeter vers l'avant afin de pouvoir garantir l'avenir. Alors, aujourd'hui, on est parfaitement d'accord, on ressent les effets néfastes de ces réformes-là, puisque toute réforme néfaste, bien évidemment, génère des résistances. Et comme l'informel est désormais encadré, pas mal de niches sont supprimées. La mobilisation fiscale est beaucoup plus efficace qu'avant, qu'on paye des impôts. Tout ceci vient naturellement et mécaniquement réduire le pouvoir d'achat des Béninois qui sont totalement impactés. Et donc c'est à nous, en tout cas c'est aux personnes qui sont en responsabilité d'expliquer justement les enjeux de ces réformes-là. Mais surtout, je dis, avant de finir, que ces préoccupations doivent être entendues. Ce sont des préoccupations légitimes. Ne pas pouvoir manger 3 repas par jour, c'est un véritable problème. Ça pose quoi comme problème? Ça pose le problème de la redistribution équilibrée du fruit de la croissance. Et je rappelle au passage que le Bénin fait quand même des chiffres de croissance qui sont extrêmement enviés par d'autres pays dans la sous-région, mais également à l'international. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que les choix économiques et politiques que nous avons faits entre 1960 et 90 continuent d'influencer aujourd'hui les dynamiques actuelles, la libéralisation et les dynamiques de gouvernance? Absolument, absolument. C'est pour ça que dans un ouvrage comme le mien, à visée scientifique, il est totalement impossible de comprendre l'économie présente du Bénin sans avoir analysé préalablement la trajectoire qu'a suivi cette économie-là. Bien sûr, nous avons une économie qui, malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, était faiblement diversifiée. Majoritairement, cette économie dépendait de l'aide extérieure, notamment la France, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. C'était ça, la réalité. Et à côté... Vous dites c'était ça, mais c'est encore le cas, non? C'est encore le cas. C'est encore le cas. Et d'ailleurs... Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que le Bénin offre des garanties claires. En améliorant le climat des affaires au Bénin, en assainissant, en assainissant la gouvernance, en réduisant les déficits, en contrôlant, en maîtrisant l'inflation. Tout ça, en fait, ce sont des indicateurs macroéconomiques qui sont extrêmement bien vus par les partenaires internationaux qui souhaitent faire des affaires avec le Bénin. Donc, ce qui a changé aujourd'hui... Est-ce que votre analyse est partagée dans les milieux scientifiques que vous fréquentez là-bas? C'est les mêmes analyses qu'on... Mais en fait, ce sont des analyses qui sont transposables dans tous les pays, puisqu'il y a un fait qu'on ne peut pas contester. Si moi, je suis un bailleur de fonds, pour financer un pays, qu'est-ce que je vais regarder? Le sérieux budgétaire. Comment les fonds sont gérés. Lorsque le pays contracte une dette
comment cette dette est-elle investie? Ce n'est pas immédiatement la question de la soutenabilité qui se pose. La soutenabilité, oui, c'est un fait dont on discutera plus tard. Mais cette dette, est-ce qu'elle est investie de manière efficiente, de manière intelligente, à profit, pour faire décoller l'économie? C'est ce qu'on regarde. Est-ce que le pays a procédé à une révision de son code du travail pour faciliter les licenciements, faciliter les recrutements également, oui ou non? Est-ce que le pays jouit de l'indépendance judiciaire? Est-ce que les magistrats peuvent, sans être inquiétés, faire le travail en cas de contentieux? Voilà autant de choses que regardent les partenaires sociaux, les partenaires plutôt internationaux, pour décider ou non d'accompagner un pays dans sa trajectoire de Nous allons développement. décortiquer ces aspects pour voir plus clair véritablement dans ce qui se fait au Bénin. Alors déjà, depuis 2016, ce qui se dit de nos autorités, c'est que nous avons une croissance économique robuste. Est-ce que ça n'est pas des paroles politiques? Vous savez, moi, mon ouvrage, SADOS, a des tendances lourdes. SADOS a des indicateurs macroéconomiques. Je parle de PIB, je parle de l'inflation, je parle du... Allons-y, qu'est-ce que ça donne au tableau? Ce que je peux vous dire, c'est que des paroles politiques, non. Puisqu'en réalité, ce sont des chiffres qui sont vérifiables. Moi, j'ai mobilisé dans ma bibliographie énormément de statistiques venant de la Banque mondiale, du FMI, mais également de statistiques nationales, de statistiques totalement, bien plus indépendantes encore et qui sont mondiales. Mais rien que les statistiques de la Banque mondiale, et tout le monde est d'accord là-dessus, la Banque mondiale n'est pas dans le détail, ni le FMI. En tout cas, ils ont une analyse extrêmement fidèle de la situation économique de chaque pays, puisqu'ils sont les principaux bailleurs. Donc je dirais que non. Aujourd'hui, contrairement, vous savez, je n'écris pas un ouvrage pour encenser un système. Absolument pas. Parce que lorsque je parle de trajectoire croisée, c'est pour souligner justement les insuffisances, les contradictions, les complexités, d'un pays qui est en train de décoller, mais qui peut, s'il n'y prête garde, être freiné, voire arrêté dans sa tentative de décollage qui est bien amorcée. Allez, c'est vrai que j'ai vu dans l'ouvrage que vous avez non seulement parlé de la croissance, mais vous avez pris le soin de souligner un peu les vulnérabilités qui persistent. À votre avis, quelles sont les principales dépendances, que ce soit exogènes? Vous avez commencé par l'expliquer, on reçoit toujours des aides et tout, mais en interne, quelles sont ces dépendances-là qui freinent un peu la transformation structurelle de l'économie béninoise? Alors, principalement, moi, j'identifie plusieurs facteurs, et j'ai identifié plusieurs facteurs dans mon ouvrage, mais j'en mentionnerai deux. Premièrement, je parle de la nécessité de réencadrer sérieusement l'informel. Aujourd'hui, plus de 68% des personnes actives font partie de ce secteur. Vous voyez? Donc, c'est un secteur quand même qui est à l'origine d'une déperdition de capacité économique pour le Bénin. Est-ce que la politique qui avait été initialement conduite, c'est-à-dire de stigmatisation, de répression de ce secteur, était la bonne? Je n'en suis pas persuadé. Puisque lorsque vous lisez... à quel secteur précisément? Pardon? Vous pensez à quel secteur précisément? Que ce soit de l'essence frelatée ou les bonnes dames qui font le petit commerce justement pour subvenir à leurs besoins quotidiens, etc. Et sur le cas de l'essence frelatée, on a vu plusieurs régimes, en tout cas, afficher une volonté de réformer le secteur, en tout cas, de façon formelle. Ici, on a pensé à des administrations, on a voulu reconvertir les vendeurs d'essence frelatée dans ces micro-projets. Est-ce que c'est la bonne option? C'est totalement la bonne option. Parce que vous savez, c'est un secteur qui est extrêmement résistant et résilient. Je parle du secteur informel. C'est-à-dire que l'économie officieuse qui naît de ce secteur est incroyable. C'est incroyable. Donc l'État a tout gagné, à ramener dans le système officiel tous les gens de ce secteur. En faisant quoi? En leur proposant des formations. On peut y aller par paliers, on peut y aller progressivement, en leur proposant des formations, en leur proposant des filets sociaux beaucoup plus importants, des garanties, en les initiant justement dans tout ce qui est digitalisation, donc les former
etc., pour leur montrer qu'ils ne sont pas du tout condamnés à vivre en marge de la société. Alors, et que leur activité peut parfaitement... En groupement, par exemple, ça peut être une idée, une association. Alors là, l'idée de lutter contre l'essence fouelatée, on laisse ça de côté, on pense à ce qu'on peut tirer de ce secteur. C'est bien cela. C'est ce que vous dites. Mais c'est ça la réalité, puisque, vous savez, l'État doit veiller avant tout à ses intérêts. Seulement. À ses intérêts, mais également, non, pas seulement à ses intérêts. L'État a des fonctions régaliennes, ses propres intérêts, mais également la protection. Il y a également des risques que nous avons dans le secteur, mais également ceux qui font de l'essence dans les stations et tout. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas... Bien sûr, c'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État, justement, d'emmener progressivement ces différents acteurs officieux, leur faire toucher du doigt le risque, justement... à distribuer ces produits dans ces conditions-là et les amener en fait soit à mettre en place des dispositifs qui soient beaucoup plus adaptés et à ce moment-là les accompagner ou en tout cas essayer de leur faire comprendre qu'ils ont tout intérêt à rejoindre un système bien plus organisé parce que c'est quoi la finalité? La finalité, c'est exercer un métier, gagner de l'argent, avoir un filet social en cas de problème, quand on est malade, pouvoir se soigner, pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. C'est ça les besoins de base de ces personnes qui aujourd'hui sont dans l'informel et qu'on a souvent perçus comme étant des délinquants, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est simplement des personnes qui n'ont pas été bien sensibilisées, bien informées des différentes possibilités qui s'offrent à elles pour pouvoir intégrer un système. Et qui, pire encore, ces personnes-là ont été longtemps traquées par la police parce qu'on a considéré que c'était une façon... Il faut leur dresser le tapis rouge, c'est ça? Non, ce n'est pas dresser le tapis rouge. Je pense que l'État doit s'inscrire dans une dynamique pédagogique. C'est très important de le souligner. La pédagogie, c'est pouvoir être totalement lucide et dire, écoutez, nous entendons vos besoins. Nous comprenons ce que vous recherchez. Mais ce n'est pas la bonne voie. Voici ce que nous pouvons faire ensemble. Voici ce que l'État peut vous apporter si vous acceptez d'être enrôlé dans le circuit officiel. Et vous avez tout à y gagner. Et comme l'État lui-même a à y gagner, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette économie est incroyablement résistante, incroyablement résiliente. Et c'est ce qui fait qu'en dépit des difficultés, des personnes continuent toujours de pouvoir vivre normalement, subvenir à leurs besoins, etc. Monsieur Guézo, vous avez déjà échangé avec les acteurs qui sont dans le secteur de la contrebande? Parce que dans le fond, en réalité, ces personnes n'ignorent pas le risque qu'elles encourent dans ce genre d'activité. Moi, j'ai le sentiment que tout se joue sur ce qu'on gagne. En tout cas, ces personnes, elles sont convaincues que dans leur caractère informel, qu'elles engrangent plus de ressources que dans un cadre formel. C'est de business. Je comprends parfaitement ce que vous essayez d'expliquer, mais encore là, c'est parce qu'il y a un déficit de présence de l'État. Il y a un déficit pédagogique au niveau de l'État. Parce que, oui, ce sont des conceptions, ce sont des appréhensions qui sont bien installées, justement, dans la mentalité de ces personnes, mais il appartient à l'État, justement, de pouvoir mettre en place toute une série de pédagogies cohérentes visant justement à aider ces personnes, à dire, écoutez, soit vous poursuivez dans cette voie-là, mais à ce moment-là, mettez en place le dispositif adéquat pour pouvoir vous sécuriser votre affaire et pouvoir continuer à vivre dignement de votre travail. Pour répondre à votre question, c'est tout simplement un problème de déficit, tout simplement, de pédagogie. Et je pense que de plus en plus, l'État doit en prendre conscience et mettre en place, je dirais, une entité relevant bien évidemment... Pourquoi nous avons des secteurs qui émergent beaucoup aujourd'hui au niveau de l'agriculture, les métiers qu'on peut y faire là-bas, l'emploi qu'on peut créer, il y en a à foison. Nous avons le numérique. Pourquoi on ne peut pas orienter, réinsérer ces personnes-là qui, l'instant d'une journée, peuvent perdre toute leur vie, peuvent perdre tout ce qu'ils ont gagné, disons, tout ce qu'elles ont gagné en se battant jour et nuit, avec une seule flamme et tout. Pourquoi on ne peut pas les orienter là-bas et laisser, disons, les stations gérer la question du carburant? Oui, mais la question, je l'entends bien, mais ce n'est pas parce que ces personnes ne veulent pas. Est-ce que l'État leur a exposé le nombre de possibilités qui existent, d'alternatives qui sont crédibles et qui
peuvent leur être offertes. C'est la véritable question. Est-ce qu'aujourd'hui, ces personnes n'ont pas connaissance des risques? Bien évidemment que mieux que nous, elles sont parfaitement conscientes du fait que très rapidement, une maison peut s'embraser et que des vies entières peuvent partir. Donc, vous voyez, à partir de ce moment-là, ce n'est pas un manque de volonté de ces personnes. Bien évidemment, j'imagine qu'il y a de la résistance au sein de ces personnes, mais c'est à l'État, justement, de constituer un processus beaucoup plus officiel, beaucoup plus cohérent, plus inclusif pour expliquer à ces personnes tout ce qu'elles auraient à gagner justement à renouer avec le circuit officiel. C'est un exemple parmi tant d'autres. Vous étiez sur le point d'évoquer un autre exemple comme facteur interne qui freine encore la transformation structurelle. On a évoqué cet exemple justement comme facteur. Vous en avez d'autres? Oui. Ce qui longtemps a fait de l'économie béninoise une économie, on va dire, plutôt exsangue, c'est le fait que nous n'avions que le coton et le palmier à huile, essentiellement. Vous voyez, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? On observe que des produits tels que l'anacarde, le cajou, etc., tout ça, ces produits-là sont venus, se rajouter à la panoplie de cultures dont l'État béninois peut véritablement tirer profit. Par ailleurs, on observe également une mécanisation, en tout cas une amélioration de l'exploitation de certains produits tels que le coton. Et vous voyez, par exemple, le Bénin a produit dans la sous-région une quantité extrêmement importante en se positionnant devant un certain nombre de pays dans la sous-région. Donc, le deuxième frein, pour répondre de manière beaucoup plus succincte, c'était l'absence d'une diversification des produits agricoles qui sont les nôtres. Nous l'avons compris, le Bénin commence tout doucement à diversifier et on voit bien qu'à l'exportation, ça commence à porter ses fruits. Nous avons le cajou, aujourd'hui, nous avons également le soja, nous avons d'autres produits. Exact. Et cette volonté du gouvernement aussi crée d'autres problèmes avec les producteurs parce que ces producteurs n'ont plus la possibilité de vendre leurs produits au plus offrant parce que le gouvernement veut industrialiser ces matières premières. Le problème aujourd'hui, c'est que l'État doit pouvoir tout en préservant ses intérêts, préserver aussi, et c'est sa responsabilité régalienne, préserver également celle de ses producteurs. Est-ce que ça se fait là? Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on préserve l'intérêt des producteurs? Alors, je ne suis peut-être pas très bien placé pour le dire. Si ce n'était pas le cas. Votre livre a une visée scientifique. Oui. Vous les entendez, ils se prononcent, ces producteurs. Oui, bien sûr, ce sont des... Ils ne sont pas du tout contents. Bien sûr, je suis totalement d'accord. Mais quand je dis... Dans un secteur où les pivots, les principaux acteurs se plaignent tout le temps, est-ce qu'il y a de l'espoir que ce secteur-là puisse véritablement prospérer? Alors, j'entends bien, quand je dis je ne suis peut-être pas suffisamment bien placé pour me prononcer, c'est que je ne vis pas au cœur. Effectivement, j'observe ce qui se passe. Et oui, il y a des mécontentements qui sont relayés. Il y a des désaccords profonds qui sont exprimés par ces producteurs et c'est totalement légitime. Parce que vous imaginez, vous passez votre vie à travailler matin, midi, soir pendant des années et on vient vous fixer tout simplement le prix auquel on va acheter ces produits-là. Oui, c'est ce qu'on appelle la détérioration des thèmes de l'échange et oui, ça pose un véritable problème. Maintenant, il appartient justement à ces agriculteurs, à ces artisans, ces producteurs, de se constituer en entité syndicale en tout cas, en entité interprofessionnelle pour pouvoir défendre de manière extrêmement claire leurs avantages, leurs dus, surtout le respect qui leur est dû, puisque je rappelle au passage que ce sont ces personnes-là qui font vivre alimentairement le Bénin. Et donc c'est ça la réalité. C'est ces personnes-là qui font vivre le pays. Et donc est-ce qu'il est normal qu'on les traite de la sorte? Je n'en suis pas persuadé. Je pense qu'on pourrait avoir une meilleure approche de négociation, de discussion pour pouvoir voir dans quelle mesure impulser davantage, accompagner pour que ces producteurs... Cela peut donner dans un contexte où l'État est super puissant, où ils veulent vendre leurs produits au prix du marché. L'État dit non, je fixe un prix pour faire vivre un peu les industries sur le territoire national. Et qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce que ça peut donner? Même si aujourd'hui, ces producteurs-là se constituent en syndicats, en lobby et tout, qu'est-ce que ça peut apporter?
Alors, ce que cela peut apporter, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'État doit veiller, tout en respectant, en défendant ses propres intérêts, veiller à défendre également celui de ses citoyens. Je rappelle que le contrat initial qui a été prévu, passé entre l'État et ses citoyens, c'est l'État qui apporte protection contre des citoyens qui lui doivent obéissance. C'est ça, la fonction initiale régalienne de l'État. Donc l'État, tout en préservant ses intérêts, puisque bien évidemment, lorsque l'État cherche à contrôler les prix, c'est pour éviter aussi, quelque part, que l'inflation ne s'envole trop vite, mais également en regardant comment ça se positionne dans les pays à côté. Donc l'État est quelque part dans un rôle aussi de régulation macroéconomique, voilà, qu'il est obligé de conduire justement pour pouvoir maîtriser, contenir l'inflation. Mais est-ce que cette mission doit nécessairement porter préjudice en fait aux producteurs? Je n'en suis pas certain. La seule, la seule alternative, en tout cas, le seul conseil que je peux donner à ces producteurs-là, c'est vraiment de ne pas baisser les bras, de se constituer en association et de se faire entendre par leur ministère de tutelle, faire comprendre les difficultés qui sont les leurs et la nécessité de devoir les accompagner justement pour pouvoir dignement vivre de leur travail. On va évoquer un autre aspect, en tout cas. Depuis 2016, au Bénin, nous vivons des investissements massifs dans les infrastructures routières. Ce n'est pas forcément partagé avec l'opinion qui pense qu'on affame les gens pour réaliser des routes. Alors, j'entends très bien ce qui est dit. Je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos initiaux, que aucun État digne de ce nom ne se construit dans la facilité. Et que les réformes, des réformes structurelles, profondes, sont souvent difficiles, douloureuses, et que ces réformes-là n'ont qu'un objectif. Alors, c'est l'État qui exagère ou ce sont les citoyens qui ne perçoivent pas que cet investissement dans le réseau routier a une plus-value sur l'économie? Alors, je pense qu'il y a un déficit de communication sur ce point, un déficit de pédagogie sur la nécessité de ces réformes. Oui, évidemment, comme le disent les gens, ce ne sont pas les infrastructures que nous allons manger, c'est parce que là que nous allons nous servir dans nos assiettes. Alors, quand vous entendez ça, oui. C'est illogique, c'est insensé? Ce n'est pas illogique. Je pense que la position est parfaitement entendable lorsque ces personnes ne sont pas informées, en tout cas suffisamment sensibilisées aux réformes qui sont conduites. Et donc, je pense que c'est là qu'il y a un vrai déficit qu'il faut combler. C'est la nécessité d'expliquer qu'avant de redistribuer, ce qu'on appelle la théorie du ruissellement, avant de distribuer, encore faut-il que l'État puisse d'abord accumuler. Et accumuler, c'est quoi? C'est justement assainir l'informel, c'est officialiser l'informel, c'est réduire le déficit public, c'est contrôler l'inflation, c'est vraiment mettre en œuvre des mesures qui permettent à l'État de collecter suffisamment d'argent pour pouvoir ensuite le redistribuer. Est-ce que nous en sommes là aujourd'hui? Non. Et tout le pari aujourd'hui du gouvernement, c'est de pouvoir opérer ce qu'on appelle une redistribution équitable des fruits de la croissance, ce qui n'est pas encore le cas pour le moment. Donc beaucoup dénoncent, peut-être à juste titre, le fait justement que le Bénin ne prône pas une croissance inclusive, c'est-à-dire qui inclut ses citoyens et tienne compte justement de leur quotidien. Effectivement, en cela, je peux dire que oui, ce sont des préoccupations qu'il faut entendre. Ce ne sont pas des personnes qui ont juste envie de critiquer pour critiquer, puisque nous sommes extrêmement, moi personnellement, contents de voir comment le Bénin se métamorphose avec les différentes infrastructures. Mais tant que le panier est vide, effectivement, ou n'est pas suffisamment rempli, cela pose un vrai problème de cohésion sociale qui est susceptible même de mettre en danger, en difficulté, la poursuite du mouvement amorcé. Alors, selon votre observation, alors, comment on rend une économie inclusive? L'économie inclusive, c'est que l'État doit veiller, en mobilisant ses ressources, en collectant, l'État doit pouvoir manier la carotte et le bâton. Parce que quand on fait ce procès à l'État, l'État dit, écoutez, je paye les salaires. Chaque mois, les fonctionnaires reçoivent le salaire. Oui. Donc pour lui, la question ne devrait pas se poser. Mais la question de la redistribution de la richesse ne devrait pas se poser. La question doit se poser, puisque nous avons bien vu que les prix ont augmenté. Et pourquoi les prix ont augmenté? Les salaires ont été augmentés aussi.
Les salaires ont été augmentés, mais pas... Je le dis parce que il faut qu'on amène les citoyens à comprendre, mais aussi l'État à comprendre. Oui. Alors, quand je dis les salaires augmentés, quand on apporte cette critique, c'est la réponse que le gouvernement donne. Donc finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, finalement, ce qu'on doit faire, c'est qu'il faut qu'on fasse davantage de pédagogie. C'est-à-dire, pourquoi on est à ce niveau aujourd'hui? Parce que l'informel générait beaucoup d'argent. Pour les citoyens. Pour les citoyens, l'informel générait beaucoup d'argent. Il y avait Au détriment de l'État? Au détriment de l'État. Il y avait énormément, comment dire, d'argent, de flux d'argent qui circulait. Les impôts n'étaient pas payés systématiquement. Or, ce sont les bases d'un État sérieux. Et bien évidemment, à partir du moment où l'État commence à supprimer ce flux d'argent, à combattre tout ce qui est informel, à chercher à réglementer l'informel, bien évidemment, les gens perdent mécaniquement en pouvoir d'achat. Et quand ils perdent en pouvoir d'achat, nous avons cette impression que les salaires qui sont payés ne suffisent plus. Et vous savez, le Bénin n'a pas été épargné par les séquences inflationnistes successives qui ont suivi la Covid. Le Bénin a été impacté aussi. Et aujourd'hui, des prix ne sont jamais redescendus. Et donc, les salaires n'ont pas suivi, je vais dire, l'augmentation justement de ces prix-là. Donc, c'est un fait aujourd'hui que même si on observe une vraie, un État qui est en train de se réformer profondément, le défi qui reste est que cette réforme, cette reconstruction doit avoir un caractère beaucoup plus inclusif et beaucoup plus social, c'est-à-dire associer, les citoyens, les entendre justement leurs préoccupations et essayer d'apporter des réponses à ces préoccupations. Alors, dans la deuxième partie de votre ouvrage, vous avez décrit un Bénin contemporain où vous avez parlé d'un peu des priorités, la digitalisation, l'accent qui est mis sur le capital humain. Je ne suis pas très sûr que les opposants vous écoutent d'une bonne oreille parce qu'au Bénin, ce qui se dit par ces politiques-là, on dit que nous sommes dans un système de déshumanisation. L'être humain n'est pas mis au cœur de la politique du gouvernement. Même l'épiscopat, oui, le clergé ne cesse de le dire, mettez l'homme au cœur du... Mais vous décrivez un système aujourd'hui qui, pour vous, met l'accent sur le capital humain. Alors, est-ce qu'on se comprend ou... Je pense que mes propos sont beaucoup plus nuancés et qu'en lisant mon ouvrage, vous voyez au fur et à mesure les critiques qui sont formulées, mais de manière constructive à la politique qui est conduite. Non, lorsque je parle de l'humain au cœur de la politique, ce n'est pas du tout cela. On est tous d'accord, et je viens de le dire tout à l'heure, que le développement doit être beaucoup plus inclusif. Ce n'est pas encore le cas. Mais quand je parle d'investissement dans le facteur humain, c'est un fait de constater. Avant de poursuivre, je voudrais dire que mes propos sont adossés, encore une fois, à des faits qui sont vérifiables. Moi, ce ne sont pas les considérations politiques qui m'intéressent, c'est l'impact stratégique qui m'intéresse. Les faits, lesquels Les faits. Le fait, par exemple, qu'on a une administration qui se digitalise à une vitesse exponentielle. Le fait, par exemple, que le numérique est placé au cœur du développement. Le gouvernement a compris que sans le numérique, la vitesse de développement auquel il aspire ne peut pas se faire. Le gouvernement a compris que le numérique, aujourd'hui, est un vrai catalyseur du développement. Et lorsque nous voyons des institutions des entités ou des structures comme Semepoji City, par exemple, qui visent en fait à abriter des startups, etc., et qui visent en fait à promouvoir la connaissance numérique, à inciter les jeunes en fait à la formation, à l'éducation numérique. Tout ceci, bien évidemment, est à mettre au crédit de ce qui est en train de se passer. Je vous assure que ce n'est pas exactement ce qui se passe dans certains pays à côté. Oui, est-ce que ce n'est pas un investissement dans le facteur humain? Oui. Est-ce que c'est suffisant? C'est clairement non, puisque aujourd'hui, bien évidemment, toutes les personnes qui se sentent sur le bas-côté doivent être incluses dans le système, justement, qui doit comprendre qu'on ne peut qu'avancer ensemble. On ne développe pas un État contre les citoyens. On développe un État pour les citoyens. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de comprendre que l'État a retrouvé son rôle de stratège, son rôle de régulateur, alors ce qui n'était plus avant. Donc, c'est un État qui assume totalement son autorité réformatrice et aujourd'hui
imprime une direction. Est-ce que la direction est la bonne? Je pense qu'il y a toujours possibilité de parfaire les orientations qui sont prises. Et Dieu sait qu'au Bénin, on peut encore mieux faire. Allez, Franck, on va presser un peu les pas pour le temps qui nous reste. Alors, M. Guézo, le Bénin fait figure d'exception en matière de stabilité régionale. Alors, pourtant, vous estimez qu'il existe une certaine invisibilité stratégique. Oui. Alors, comment le Bénin peut-il affirmer davantage son influence géoéconomique en Afrique de l'Ouest? Le Bénin peut, malheureusement, vit ou est victime de cette invisibilisation stratégique dont j'ai parlé. En dépit de ces mouvements, ces mutations profondes internes qu'on peut observer à l'intérieur. Quelque part, c'est un peu le fait du Bénin aussi qui doit comprendre qu'il a une place à défendre. Il a un rôle à jouer, il a une voix à porter. Et cela doit se décliner dans ces différentes orientations diplomatiques. Regardez par exemple, sur la question, la souveraineté d'un État est avant tout une souveraineté monétaire. Je sais que, en tout cas, en lisant les documents officiels. Je sais que la position du Bénin, par exemple, sur la question du franc CFA, c'est avant tout de privilégier la stabilité économique. Mais est-ce que cela suffit pour nos États africains? Parce que lorsque nous aspirons, en fait, à une souveraineté totale, la souveraineté monétaire est vraiment le socle, est vraiment la base. Donc, je pense que l'État, en fait, doit avoir une diplomatie proactive dans ce domaine, ne pas rester sur le bas-côté, mais être une diplomatie qui porte, qui propose et qui soit, celle qui inspire une transition progressive du franc CFA aujourd'hui vers l'éco. Pas l'éco simplement pour changer le nom du franc CFA, cela n'aurait aucun intérêt, mais l'éco qui permettrait de modifier profondément le mécanisme de base, en tout cas qui régit les rapports entre le CFA et les autres devises. Et donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que pour que le Bénin puisse s'affirmer, il lui appartient de réorganiser en fait sa diplomatie. Je ne vous fais pas observer. Comment vous voyez cette diplomatie aujourd'hui avec les problèmes que nous avons avec le Niger, par exemple? Je pense que c'est une diplomatie qui est largement perfectible. Vous voyez, avec l'émergence de l'AES, par exemple, le Bénin se retrouve aujourd'hui coincé entre des pays originellement frères, mais avec qui il entretient aujourd'hui plutôt une relation d'inimitié. Est-ce que cela favorise, en tout cas, est favorable au décollage économique que nous sommes en train d'avoir? Je ne suis pas certain. C'est même une menace pour le décollage économique. Donc je pense qu'il y a nécessité pour le gouvernement de réaxer, de redéfinir sa diplomatie, de développer beaucoup de diplomatie bilatérale, notamment en parlant davantage à ses proches voisins, je veux parler du Niger, du Burkina Faso, du Togo, etc., puisque le monde avance extrêmement vite. Nous sommes dans une reconfiguration qui est très rapide, qui va très 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 vite, et l'AES, beaucoup pensent que c'est juste une entité qui s'est créée comme ça sporadiquement et qui a vocation à disparaître. Non, on voit bien leurs ambitions aujourd'hui, c'est de s'installer durablement. Est-ce que c'est une tâche facile pour le Bénin lorsqu'on sait que la CEDEAO aujourd'hui, le Bénin fait partie des, disons, c'est un acteur clé pour faire développer un peu les ambitions de la CEDEAO. Lorsque vous demandez au Bénin, disons, de réorienter un peu ses relations, de renégocier, de discuter avec les pays de l'AES, est-ce que ce n'est pas un peu contraignant pour le Bénin? Ce n'est pas contraignant. C'est plutôt, en fait, ce qui doit être recommandé à un État responsable. Puisqu'il faut savoir que les contentieux que le Bénin avec ces pays-là impacte directement le quotidien des Béninois. Je rappelle que nous avons des Béninois qui vivent à la frontière entre le Niger et le Bénin, le Burkina Faso aussi. Donc il faut bien comprendre qu'avant tout, avant la politique, il y avait déjà une notion de fusion culturelle qui est très importante et commerciale aussi. Donc le Bénin doit comprendre qu'il ne peut pas prospérer dans un environnement hostile où, en fait, ses intérêts pourraient être mis en difficulté. Juste pour terminer sur ce point, regardez par exemple sur la question par exemple des flux ou en tout cas de l'impact économique du port autonome de Cotonou. Regardez le manque à gagner qu'a aujourd'hui le Bénin. Il est obligé de redéfinir de nouveaux partenariats, puisque aujourd'hui les relations ne sont plus, sont plutôt très tièdes avec le Niger, donc on va dire avec les pays de l'AES, donc l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Donc voilà un tout petit peu ce qui se passe. Donc le Bénin a tout intérêt
à garder ce que j'appellerais une diplomatie fine, très équilibrée. C'est déjà la position du président de la République, mais je pense que davantage, il doit l'amplifier et même parfois créer des comités, des sous-comités ad hoc qui soient spécialisés justement dans la gestion. L'évolution des choses. Allez, Exactement. nous allons maintenant aborder la question question pour finir, des défis et des perspectives. Alors, levier, justement, sur lequel le Bénin doit travailler d'ici l'horizon 2060. Alors, moi j'ai vu avec beaucoup d'intérêt passer il y a 2 jours, hier plutôt, que le président de la République a soumis en fait à l'Assemblée nationale le projet Bénin à l'AFIA 2060. C'est un projet que j'ai trouvé dans le fond extrêmement positif, mais moi j'ai regretté le caractère un peu trop programmatique de ce programme. Oui, évidemment, c'est une vision qui par définition, intrinsèquement, expose une vision. Mais je pense que le gouvernement aurait pu proposer quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus systémique, je dirais. Vous pensez à quoi? Puisque vous voulez qu'on soit... C'est-à-dire que dans le fond, je pense que le Bénin aurait dû décliner, enfin le gouvernement aurait dû décliner les différentes mesures qui permettraient d'atteindre les objectifs qu'il a fixés. La vision? Il n'est pas encore totalement disponible, mais de manière totalement résumée. J'ai lu un tout petit peu, mais vraiment en diagonale. Mais on voit bien que c'est beaucoup de slogans. Et c'est ça qui me frustre un tout petit peu, puisque on ne voit pas clairement identifier les instruments sur la base desquels le gouvernement pense mettre en œuvre justement cette vision 2060. Et ça, je le regrette un tout petit peu. Mais également, je pense que ce projet, par exemple, 2060, exclut totalement la vision géopolitique. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui le Bénin soit dans cette situation et que ce projet 2060 ne prenne pas en compte, n'incorpore pas la nécessité justement de redéfinir nos relations, de rebâtir nos relations, de rester extrêmement prudent, puisque je le dis, sans sécurité, il n'y a pas d'émergence économique. Et c'est ça la réalité. Donc j'ai été un peu surpris, par exemple... le programme a été élaboré pendant que les relations étaient encore... n'avaient pas de difficultés. Très probablement, mais je pense que au niveau du chef de l'État, en tout cas des ministres, etc., je pense qu'il y avait quand même une possibilité de prendre en compte les nouvelles données pour essayer de revoir ce document-là. Moi, j'ai été frappé, très sincèrement, par l'absence de toute dimension géopolitique, alors qu'on voit très bien aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Et que le Niger, récemment, vient de durcir sa position en indiquant qu'il maintenait ses frontières fermées jusqu'à ce qu'une vraie discussion commence. Alors, est-ce que dans ces conditions-là, nous sommes certains que le mouvement qui a été incroyablement impulsé par le président de la République, pourrait continuer, voire s'amplifier dans le futur? Moi, c'est toute ma crainte. On va finir avec une note politique. Patrice Talon a déclaré à l'occasion d'une rencontre avec les maires, les membres de son gouvernement: je ne suis pas sûr d'avoir une telle rencontre avec vous de nouveau avant de passer la main. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça va être la dernière question. Alors, je vous remercie pour la question que vous me posez. Mais moi, je pense qu'en réalité, le président de la République, il a toujours affirmé, de ce que j'entends, sans aucune ambiguïté, que le respect des institutions, le respect de la démocratie, des échéances constitutionnelles, pour lui, était une réalité non négociable. Donc après, je pense qu'il n'est pas du tout dans la posture. Je pense qu'il exprime, dans le fond, ce qu'il pense. En tout cas, je l'espère. Et maintenant, je pense que, vous savez, il me paraît être un homme qui est davantage dans l'action que dans le quand dira-t-on. Donc, il ne s'inscrit pas du tout dans cet après-là. Lui, il est en train de finir ce qu'il a à faire. Il va très, très vite pour le terminer. Eh bien, moi, je lui prête, si vous voulez en tout cas, le bénéfice du doute pour ce qu'il est en train de dire. Et que, voilà, s'il considère que le respect des engagements électoraux constitutionnels n'est pas tangible, donc ce sont des réalités intangibles, des notions intangibles, voilà, je pense qu'il y a lieu de lui donner le bénéfice, voilà, en tout cas de le croire par défaut, et je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas dans la posture, c'est quelqu'un qui est extrêmement sincère, et bien nous verrons ce qui va se passer. Voilà.
Gérard Hervé Villon-Guézo, avec l'ouvrage Bénin Trajectoire croisée d'une puissance géopolitique émergente que nous avons eu le temps de décortiquer. Nous avons glissé sur le terrain de l'actualité politique. Il a donné son avis. Moi, j'ai été plutôt sidéré par le temps de s'en est allé. Docteur en droit privé, sciences criminelles, mais qui a fait beaucoup d'économies dans l'ouvrage. En tout cas, c'est à votre actif. Pour ceux qui veulent en lire, c'est disponible. C'est disponible. Vous allez pouvoir le lire avec un français assez soutenu. Merci d'être passé. Je vous remercie. Merci infiniment. Merci Eric. Merci à toute l'équipe de réalisation et à très bientôt.